Chers élèves, bonjour et bienvenue pour cet antépénultième cours de géographie de l'année. Antépénultième, c'est l'avant-dernier cours. Voilà, il nous reste donc 3 cours de géographie à faire. Et puis il nous restera 3 cours d'histoire. Nous sommes à 6 cours de la fin, à 12 heures de la fin du programme. Donc à 3 semaines, si vous comptez bien. Nous aurons fini le programme et nous travaillerons ensuite à améliorer nos capacités d'exploitation de documents. Voilà. Alors c'est parti. Le cours d'aujourd'hui et de demain. On va réunir les 2 cours en une seule capsule audio. L'Asie du Sud et de l'Est. Les défis de la population et de la croissance. L'Asie du Sud et de l'Est, elle est connue pour son importante population et sa forte croissance économique, qui pose évidemment des défis de gestion. Alors, on trouve pêle-mêle des pays à économie de marché, c'est le cas par exemple du Japon. On retrouve des puissances émergentes, sur lesquelles on reviendra, la Chine tout particulièrement, il ne faut pas oublier de penser à l'Inde, bien sûr. On retrouve aussi des pays qu'on qualifie de tigres, les tigres asiatiques. On a Singapour, on a la Malaisie, on a Brunei, on a Taïwan, et puis on a aussi des pays parmi les moins avancés, des PMA, c'est le cas par exemple pour le Bangladesh. Ce qui n'empêche que le Bangladesh aujourd'hui, il connaît une forte croissance économique, il reçoit beaucoup d'investissements directs à l'étranger de la part des pays voisins, la Chine, le Japon, pour l'industrie textile, et puis 2 pays qui sont plus lointains. Et donc cet espace qui est le plus peuplé du monde, il ne faut pas l'oublier, va être notre terrain d'étude aujourd'hui. Alors notre problématique, qu'est-ce qu'on se demande? On se demande quelle relation existe-t-il entre démographie, croissance économique et développement dans l'espace le plus peuplé au monde. Voilà, ça c'est notre problématique et on va s'affairer à tout cela. 3 parties basiques. D'abord, petit 1, une ère continentale à la démographie majeure. Et le premier point, 2 principaux foyers de peuplement du monde. 2 documents pour nous accompagner, le document 1, page 310 et le document 1, page 314 pour commencer. Au travers de ces documents, on a des informations sur la démographie, et pas n'importe laquelle des démographies. En fait, l'Asie du Sud et de l'Est, c'est 55% de la population mondiale, et elle rassemble 2 des principaux foyers de population au monde, qui font environ 4 milliards d'habitants. Finalement, en Asie, on a plus d'un habitant de la Terre sur 2, et le tout sur 27 millions de kilomètres carrés. Ça fait à peu près 17% de la surface de la planète Terre. Donc on a une densité qui est proche de 150 habitants par kilomètre carré. C'est la densité la plus forte au monde. Et c'est la densité la plus forte au monde pour les espaces urbains comme pour les espaces ruraux. On a une forte littoralisation de la population. On a aussi d'importantes vallées rizicoles qui sont très densément peuplées. Et c'est le cas par exemple pour la vallée du Gange. G-A-N-G-E en autre document qui nous intéresse, le document 2 de la page 314. Et il nous intéresse tout particulièrement parce qu'il fait le zoom sur 2 de ces géants dont on a parlé précédemment. Les 2 géants, c'est d'abord la Chine, avec 1,4 milliard d'habitants, l'Inde 1,3 milliard d'habitants. En 2030, il est prévu qu'elle dépasse la Chine, si elle ne l'a pas déjà dépassée avec les données statistiques qui sont parfois difficiles à extrapoler. À eux deux, la Chine et l'Inde, c'est 70% de la population de l'Asie du Sud-Est et de l'Est. Mais il ne faut pas oublier non plus un pays majeur d'un point de vue démographique, c'est l'Indonésie. Pourquoi? Parce que l'Indonésie, c'est la 4e puissance démographique du monde avec plus de 250 millions d'habitants. Donc, on est bien ici sur
les principaux foyers de peuplement du monde. Deuxième point, le poids d'une urbanisation en affirmation. Urbanisation en affirmation. On ouvre nos livres, page 309, on s'intéresse au document 2. L'urbanisation, elle est rapide. Elle s'est accélérée avec l'exode rural, un exode rural conséquent. Si on prend l'exemple de la ville de Dhaka, D-A-K-H-A, au Bangladesh, eh bien, la ville a gagné plus de 8 millions d'habitants depuis 1980. Alors, il y a un mais. Il y a un mais parce que le taux d'urbanisation du Bangladesh, il reste inférieur à 50%. En fait, et c'est tout le paradoxe, c'est une des zones les moins urbanisées du monde, avec le continent africain, alors que on retrouve 58 des 100 villes les plus peuplées au monde. Les plus grandes mégalopoles, aujourd'hui, ce sont des mégalopoles asiatiques, Tokyo, Shanghai et d'autres. Et le nombre d'urbains, il est considérable. Alors que, on l'a dit, 50% de la population est rurale. Il y a beaucoup d'échanges entre les campagnes et les villes, des échanges intellectuels, des échanges évidemment de consommation, et ces échanges, eh bien, ils alimentent la croissance économique locale. Donc le poids d'une urbanisation en affirmation, il est à prendre en considération. Le troisième point, pour clore ce petit 1, réalité et mythe démographique. Bon, régionalement, il y a beaucoup de contrats. On a des États qui sont peu peuplés, il ne faut pas les oublier. On a la Mongolie, par exemple, avec 2,8 millions d'habitants, ou les Maldives, avec 400 000 habitants. Et puis quand on se plonge dans les documents 3 et 6 de la page 315, on a d'autres types de données qui apparaissent. Alors évidemment, à chaque fois vous mettez pause, vous regardez le document, et puis on revient à la partie cours. On a des perspectives démographiques qui sont différentes. L'Asie de l'Est, actuellement, elle connaît un ralentissement de sa croissance démographique. Elle est même négative. Au Japon, ou en Corée du Sud, par exemple, on a des indices de fécondité qui sont inférieurs à 2,1. C'est-à-dire que le 2,1, c'est une donnée statistique, c'est le seuil de renouvellement. Donc on estime que pour que la population soit stable, il faut statistiquement qu'une femme ait 2,1 enfants en moyenne. Évidemment, c'est une moyenne. Personne n'a 0,1 enfants. On peut l'expliquer par des politiques de restriction des naissances, qui existent en Chine, qui existent aussi à Singapour, mais on peut aussi l'expliquer par la croissance économique. En fait, la croissance économique, elle est plus ancienne, notamment, et ça l'explique. Le problème de demain, finalement, c'est celui du vieillissement de la population. Un vieillissement de la population qui est déjà actuel pour le Japon et qui est de plus en plus concret pour la Chine. L'Asie du Sud, elle a encore un taux de fécondité élevé, malgré tout. Globalement, la croissance démographique, elle est encore supérieure à la moyenne mondiale, mais ralentie. Et la formation des classes moyennes, eh bien, elle favorise cette baisse. Pourquoi ? Parce que les classes moyennes font moins d'enfants, même si la fécondité, elle tourne autour de 2,4 enfants par femme encore en 2013. La population jeune, elle continue à augmenter, et tout particulièrement dans certains pays, plus que d'autres. C'est le cas par exemple aux Philippines. On est à plus d'1 million par an. Et puis en Inde, l'Inde qui devrait atteindre en 2050 1,7 million d'habitants. Vous vivrez peut-être les 2 millions d'habitants pour l'Inde. Voilà, ça c'était le petit 1. Le petit 2 va être un petit peu plus long. C'est pas totalement équilibré, c'est pas très très grave. Petit 2, une ère continentale qui a la plus forte croissance économique au monde. On annonce la couleur. Et on va d'abord parler de l'importance de la demande extérieure. La demande extérieure, elle est forte. En fait, l'émergence économique, elle est récente, mais elle est aussi puissante. Document
2 pages 311. À partir de ce document, on peut remarquer que l'Asie du Sud et de l'Est, c'est une région du monde avec une très forte croissance économique. En fait, on a 14 pays qui sont au-dessus de 5% de croissance. 7,4% même pour l'Asie du Sud. 8,9% pour l'Asie de l'Est selon le Fonds monétaire international. Donc on pourrait dire que c'est la région du monde qui connaît la plus forte croissance économique. C'est le premier pôle manufacturier. On est dans un espace qui est exportateur de services, qui exporte des matières premières, mais c'est aussi le premier importateur de matières premières. Donc on est ici dans quelque chose d'important. Et c'est indubitablement une région motrice de l'économie mondiale. Et son produit dans cet espace 28% du PIB mondial. Plus d'un quart de la production mondiale. C'est aussi un pôle commercial. La région elle réalise plus du tiers des exportations mondiales. Dans certains secteurs d'activité, c'est même le premier. C'est le premier pour l'habillement, par exemple, pour l'électroménager grand public, pour la construction navale, on l'oublie, pour l'acier, la production d'acier. L'Asie de l'Est et du Sud y profitent aussi à plein, entre guillemets, de la division internationale du travail et de l'organisation de la production mondiale aujourd'hui, qui est éclatée, en concentrant dans un même espace, en fait, ce qui s'avère être des atouts. D'abord, une main-d'œuvre bon marché, des matières premières, et puis, on a tendance à l'oublier, des pôles d'innovation. On a aujourd'hui des grands ingénieurs, en Chine notamment, on en a déjà depuis longtemps au Japon, et donc l'Asie est aussi un territoire d'innovation, de produits technologiques à forte valeur ajoutée. Bon, complétons avec les documents 18 et 19 de la page 320. Ces documents, ils nous permettent d'aller encore plus loin. On parlait du Japon. Repartons au Japon. Au Japon, on a une industrie de pointe. Mais à Taïwan et en Corée du Sud, c'est aussi le cas aujourd'hui. L'entreprise Samsung, c'est une entreprise de la Corée du Sud. C'est une entreprise qui fabrique des produits de haute technologie et que beaucoup de personnes veulent se procurer et qui sont mondialement connus. Et Singapour, comme l'Inde, ne sont pourtant pas en reste non plus. En Inde, se sont développés de puissants call centers avec des salariés qui répondent à des appels qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Et puis on a dans cet espace aussi de très importantes innovations en matière informatique. L'Inde, c'est le pays des informaticiens. Plus d'un logiciel sur deux aujourd'hui, il est lié à un développeur indien. 3 documents pour clore ce premier point, les documents 14, 15 et 16 de la page 318-319, pour ajouter que la croissance, elle est liée à différents acteurs. En fait, on a les États, d'abord, qui soutiennent les grandes entreprises mondialisées. C'est le cas par exemple du Japon, qui soutient Toyota, c'est le cas de la Corée du Sud, qui soutient Samsung, c'est le cas de l'Inde, qui soutient l'entreprise Tata. Mais en plus de ces très grandes entreprises, qui sont des FTN, des firmes transnationales, on trouve aussi un tissu de petites et de moyennes entreprises auxquelles répond une population nombreuse qui consomme et dont le niveau de formation, il augmente petit à petit. Et le développement de la classe moyenne fait que la quantité d'argent qui est épargnée est elle aussi à la hausse. Donc s'il y a de l'argent épargné, les banques peuvent prêter davantage et c'est moteur d'un développement économique. Donc le tout restant lié, on l'a dit dès le début, à l'importance de la demande externe. Bon, notons, ne l'oublions pas, l'importance des infrastructures portuaires. C'est-à-dire qu'on a des équipements d'infrastructures qui permettent d'achalander, de fournir la demande extérieure. On a aussi des zones franches qui permettent ce stockage et cette distribution logistique des biens. Deuxième point, une croissance régionale et mondialisée. Croissance régionale et mondialisée.
Bon, de rechef, on va se plonger dans des documents. D'abord, le document 13 de la page 218, un document qu'on complétera avec le document 17 de la page 319, pour observer que finalement, c'est tour à tour que les pays ils ont fait le choix d'une économie ouverte sur le modèle du Japon. On a copié le Japon. Et là, c'est un petit peu plus technique. Il faut vous concentrer, en fait, c'est le fruit de cycles successifs. Au travers des documents, on peut les identifier, ces cycles successifs. En fait, les spécialistes économiques de l'Asie parlent d'un développement selon le modèle du vol d'oie sauvage. Alors, vol d'oie sauvage, en 3 mots. Vol, V-O-L, d'oie, attention, elles sont plurielles, les oies, O-I-E-S, sauvage. Alors, définissons, c'est quoi le modèle d'oie sauvage? En fait, c'est un modèle de développement par vague d'industrialisation successive dans le temps et dans l'espace. Le pays, en fait, il se spécialise dans la production puis l'exportation de produits de plus en plus complexes, à haute valeur ajoutée, et puis petit à petit, le processus, il se diffuse graduellement aux pays voisins. Voilà. Ça, c'est la définition du vol d'oie sauvage. En fait, les pays se succèdent. D'abord, ce sont des pays ateliers qui vont faire de la sous-traitance pour d'autres entreprises qui sont situées dans des pays plus riches. C'est, par exemple, le Japon a d'abord sous-traité une partie importante de sa production à la Corée du Sud, sa production en tant que sous-traitant, c'est-à-dire qu'en fait pour les produits à faible valeur ajoutée, elle leur a demandé de réaliser des productions, et puis petit à petit ces pays ont acquis un certain savoir-faire, sont montés en gamme, les salaires ont augmenté, il y a eu un transfert de technologie, et puis ces pays, la Corée du Sud s'est mis elle-même ensuite à sous-traiter à d'autres pays voisins. Voilà. On parle de vol d'oie sauvage, on a des transitions de pays par forme de cycle, où les pays montent en gamme de production. Le Japon, donc, on l'a dit, il a d'abord sous-traité avec la Corée du Sud, avec Taïwan, avec Hong Kong, Singapour dans les années 60-70, et puis eux-mêmes, ils ont ensuite sous-traité avec donc, des pays de l'autre vague, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, la Chine, après la mort de Mao et la création des zones économiques spéciales, dans les années 80-90. Et puis aujourd'hui, c'est le tour du Laos et du Vietnam de bénéficier des investissements de leurs voisins. Si on complète avec les documents 20 et 21 de la page 321, on peut aller encore un petit peu plus loin. En fait, on a aussi des échanges intra-régionaux. Et ces échanges intra-régionaux, ils s'intensifient rapidement. Et ils profitent de leur intégration dans ce qu'on appelle le circuit intégré asiatique. Voilà, je vous sens en train de transpirer avec vos stylos à dire mais quand est-ce qu'on reprend l'histoire? Non, on est ici dans une géographie un peu économique et très technique, mais vous allez voir que circuit intégré asiatique, c'est pas si compliqué que cela à définir. Qu'est-ce qu'on entend par circuit intégré asiatique et que vous allez noter? En fait, c'est la spécialisation des territoires asiatiques dans des secteurs d'activité qui se complètent, ce qui occasionne des échanges de matières premières comme de produits manufacturés, on se complète, donc on échange ce qu'on a. Et puis, n'oublions pas, on part d'une croissance régionale et mondialisée. Les échanges intra-régionaux, ils profitent également d'une intégration régionale de plus en plus grande par l'intermédiaire notamment de l'ASEAN et de l'ASEAN plus 3. C'est-à-dire qu'il y a 3 pays qui viennent participer en plus à l'ASEAN, dont, évidemment, la Chine. Dernier point de ce petit 2, les atouts de la main-d'œuvre. Les atouts de la main-d'œuvre. Document 2, page 323. Oui, ça fait beaucoup de... Je sais pas, on doit les entendre. Mes petits bruits de bouche quand je réalise ces capsules. C'est secondaire, sans doute. Les atouts de la main-d'œuvre. On est dans une zone de la planète avec une population qui est globalement jeune et qui est de mieux en mieux formée. Surtout dans les pôles urbains. Et ces pôles urbains, on l'a vu, ils sont en croissance. On l'oublie souvent, mais les universités asiatiques
eh bien, elles gagnent des places dans la hiérarchie mondiale. C'est-à-dire que les grandes universités, quand on fait le classement des grandes universités dans le monde et qu'on regarde l'évolution, on se rend compte que les universités asiatiques, petit à petit, elles se haussent dans la hiérarchie. On a pour l'instant de très nombreux Asiatiques qui vont finir leurs études à l'étranger dans des grandes universités. Petit à petit, la tendance ralentit. Pourquoi ? Parce qu'on a des universités de grande qualité qui sont en train d'émerger en Asie. On l'oublie, mais le poids de la formation en Asie, dans les populations, il est dans certains pays très fort. Quand on s'intéresse au rapport aux études des Coréens, par exemple, de la Corée du Sud, c'est impressionnant. Ça paraît presque inhumain, même, le rapport au travail des enfants sud-coréens et la quantité de choses qu'on leur demande à faire. Mais on ne se hisse pas par hasard en tête de l'efficacité de son système éducatif par hasard. Mais c'est pas par la bienveillance qu'on y arrive là, c'est par un travail acharné qu'on demande aux élèves. Alors, est-ce que c'est le modèle idéal ? Je ne sais pas. En tout cas, on demande beaucoup de choses aux élèves. Bon, bref, je ferme la parenthèse. C'est une réflexion à laquelle sont conduites de nombreux enseignants. L'Inde. Revenons ici sur l'Inde. Pourquoi ? Parce que c'est un pays de programmeurs, on l'a déjà dit. Et l'Inde, c'est un exemple parce que beaucoup de recruteurs, ceux qui viennent chercher les cerveaux des grandes universités qui travaillent dans le secteur informatique, viennent souvent recruter des étudiants directement en Inde pour leur donner une bourse, pour qu'ils viennent terminer leurs études dans leur université. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'on a peut-être ici un futur grand informaticien, et s'ils pouvaient venir rejoindre les bandes des autres étudiants au MIT ou pour venir travailler à San Francisco dans la Silicon Valley, eh bien ça serait un atout. Il y a un brain drain certain avec l'Inde notamment. Bon, quand on parle des atouts de la main-d'œuvre, il y a aussi l'importance du nombre. En fait, la population, elle est nombreuse, et quand il y a de nombreuses personnes, c'est une réserve importante de travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de bras conséquent. Et dans un autre sens, ce sont aussi des bouches. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une masse potentielle de consommateurs. Et s'il y a beaucoup de consommateurs, eh bien, il y a de quoi créer, dans un cycle vertueux, une consommation, avec des gens qui vont consommer. Et donc ça, c'est moteur pour une économie, ça stimule un certain enrichissement. Donc, il y a aussi un atout ici. Ces travailleurs, ça va être des consommateurs. Et comme ils vont consommer, ils vont entretenir la demande. Petit 3, dernière partie de ce cours, les relations complexes entre population et croissance économique. On attaque avec d'abord les défis du nombre. Les défis du nombre. On repart sur un document, on va faire quelque chose de classique, le document 3 de la page 323. Ce document, il nous permet de prendre conscience qu'existe une forte urbanisation, avec des enjeux, les enjeux de la planification urbaine. C'est-à-dire qu'on fait quoi de ces populations qui arrivent? Il faut les loger d'abord. Le défi du logement, le défi du transport. Il va falloir qu'on leur permette de se déplacer sans trop saturer les axes de circulation. Et puis il faut aussi approvisionner cette population en eau, en énergie, en aliments, et puis planifier l'urbanisation. Pourquoi ? Parce que ce poids du nombre, ça va aussi être une source de pollution. Donc il y a un enjeu de la planification urbaine. À cet enjeu de la planification urbaine, il faut ajouter le défi de l'intégration. Défi de l'intégration des ruraux, qui sont souvent des populations pauvres, dans le reste de la population. C'est-à-dire qu'il va falloir permettre à ces gens d'accéder à un certain développement économique et de sortir de cette situation de pauvreté. Reste, on l'a dit précédemment, qu'avoir une population importante, c'est aussi un atout économique. Pourquoi ? Parce que on va attirer les investissements directs à l'étranger.
cette main-d'œuvre, elle attire, notamment parce qu'elle est bon marché. Et tout ça, ça participe de ce qu'on appelle le bonus démographique. C'est-à-dire qu'il y a un maintien de la croissance grâce aux nombreux consommateurs. C'est le cas par exemple en Indonésie. Là, on estime que pour l'Indonésie, la consommation intérieure, elle est responsable à elle seule de 60% du produit intérieur brut. Enfin, il y a beaucoup de gens qui partent travailler à l'étranger et ils sont constitutifs de diaspora. Et ces diasporas, elles contribuent au développement local. C'est le cas pour les diasporas chinoises, c'est le cas pour la diaspora indienne également. Par l'intermédiaire des documents 11 et 12 de la page 317, on se rend compte que le défi, c'est aussi le défi alimentaire. Il faut l'alimenter, il faut lui permettre de se nourrir à cette population. Or, dans cette finalité, il y a de nombreux pays asiatiques qui se sont lancés dans ce qu'on appelle le land grabbing. Donc ça, c'est comme ce sont des géographes anglo-saxons qui ont les premiers fait les articles marquants sur la question, on s'est pendant longtemps intéressé au terme de land grabbing. En français, on l'a traduit par quelque chose de plus simple, c'est l'accaparement des terres. Alors il se passe quoi? On a des pays asiatiques, des entreprises asiatiques qui investissent en achetant des terres agricoles à l'extérieur. Alors là où en général elles sont le moins chères, et là où elles sont le moins chères, c'est principalement sur le continent africain. Avec un objectif, l'objectif c'est de produire. Produire pourquoi? Pour la consommation de ces pays, ce qui participe d'une certaine autonomie alimentaire. Le défi d'alimentation, il est à coupler dans l'analyse historique à l'augmentation importante de la population. Là, je vous renvoie à des choses que vous avez déjà vues en seconde. Quand la population indienne a augmenté, il a fallu permettre de produire davantage. Et le moyen, ça a été les révolutions vertes. Grâce aux engrais, grâce aux pesticides, on a augmenté la quantité de nourriture produite et ça a permis d'éviter un certain chaos. Ça a permis de nourrir les personnes. Le revers de la médaille, c'est la pollution, la destruction de certaines... l'impact écologique de ces révolutions vertes qui fait qu'aujourd'hui elles sont remises en question. Mais sur le coup, elles ont bien permis à ces populations d'augmenter. Ça, il faut pas l'oublier. On a tendance parfois à jeter l'eau avec... le bébé avec l'eau du bain. Là, si l'eau du bain, elle est corrompu, il ne faut pas jeter le bébé pour autant. Ça a permis de laver le bébé, ça a permis d'augmenter cette population sans qu'il y ait trop de décès liés à des problèmes d'alimentation. Alors on complète avec 3 autres documents qui sont pages 315-316, les documents 4, 5 et 8. Parce que le vieillissement, c'est un autre défi, on l'avait évoqué tout à l'heure, rentrons un petit peu plus dans le détail. Le vieillissement démographique, alors en Chine c'est particulier, c'est un héritage, c'est une conséquence de la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire qu'on a décidé de limiter les naissances, revers de la médaille. On a peu de jeunes aujourd'hui alors qu'on a beaucoup de personnes âgées, avant qu'on soit mise en place cette politique, et il faut les entretenir. Au Japon aussi, on a un problème de vieillissement de la population, on a une hausse de l'espérance de vie. Donc les gens sont de plus en plus âgés, et c'est même au Japon qu'on a la plus haute espérance de vie au monde. La natalité elle a diminué, au Japon on fait peu d'enfants. Alors le stéréotype c'est on travaille trop. L'enfant il est vraiment très couvert au Japon, on le protège de la difficulté de la vie d'adulte. Et puis une petite image comme ça pour parler du Japon. Au Japon, on vend désormais plus de couches pour les personnes âgées que pour les enfants, par exemple. Donc ça c'est une image, c'est même une phrase choc que je vous invite à utiliser un jour dans une discussion pour faire votre intéressant ou dans une copie d'examen. Ça peut servir, ou pour ceux qui iront à l'oral de bac aux oraux. C'est une phrase d'accroche qui peut avoir son petit effet.
le vieillissement démographique, il a une conséquence. La conséquence, c'est d'abord la diminution de la main-d'œuvre. Et puis une menace sur la croissance économique. Comment on produit si on a moins de personnes jeunes et actives? Alors, on peut appeler des populations immigrées, c'est le principe de base. Pourquoi? Parce qu'il faut des actifs pour s'occuper de ces retraités, et au Japon c'est un vrai problème. Alors pour l'instant le Japon répond à la question par des robots. Pour l'instant on fait appel à la robotique pour remplacer ces actifs. Il y a eu un refus de la part du Japon de faire appel à l'immigration, et il semblerait que les choses soient un petit peu en train de changer actuellement. Parce qu'on se rend compte que le problème des robots, c'est que leur degré d'humanité, il est inexistant. Un dernier document pour finir ce premier point, c'est le document 7 de la page 316. Parce que l'autre événement notable d'un point de vue démographique, c'est le déséquilibre des sexes. Pas des ex, des sexes. Déséquilibre des sexes. Alors, déséquilibre des sexes, pourquoi? En fait, il y a un vrai défi pour cet espace d'Asie du Sud et de l'Est. En fait, il manque 100 millions de femmes. Oui. Il n'y a pas assez de femmes. En fait, ces femmes, elles sont nées comme partout dans le monde. Alors, statistiquement, il naît 101 femmes pour 100 hommes, ou 1001 femmes pour 1000 hommes. Je ne sais plus laquelle des deux statistiques est la bonne. Ça doit être 101 femmes pour 100 hommes. Il naît plus de femmes. En fait, les spermatozoïdes Y, entre guillemets, semblent plus performants que les spermatozoïdes X. Et donc, il naît plus de femmes que d'hommes. Pourtant, ces femmes, elles disparaissent. En fait, la disparition, elle est d'ordre sociologique. En fait, en Chine, en Inde, au Vietnam, on préfère avoir un fils qu'une fille. Pourquoi? Parce que la fille, elle est vue comme une charge en Inde. Par exemple, en Inde, quand on marie sa fille, il faut apporter une dot au mari qui la prend comme épouse. Pourquoi? Parce qu'on lui donne une charge. Concrètement, donc il faut le dédommager, donc il faut lui donner de l'argent pour qu'il accepte de prendre notre fille. C'est l'origine de cette image de la dot. Alors, nous, dans nos sociétés européennes, c'est plutôt l'image contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on achèterait la fille. En Inde, non, c'est le contraire. C'est pour que vous preniez ma fille, il faut que je vous donne de l'argent. Et donc, plus je vais avoir une dot importante, plus ma fille va être dans une bonne situation. Et donc, avoir une fille, ça va coûter très cher. Donc, en Inde, quand on a une fille, bien souvent, on la soigne moins bien que quand on a un garçon. Et donc, la mortalité infantile des filles est supérieure à celle des garçons, par exemple. En Chine, elle est liée à un autre processus, elle est liée au fait que on est dans la politique de la limitation. On a été pendant longtemps dans la politique de l'enfant unique, et donc à partir du moment où on pouvait avoir qu'un seul enfant, on s'arrangeait pour que ça soit plus un garçon qu'une fille, par des méthodes de contraception, ou dans les campagnes, on fait disparaître directement la petite fille après sa naissance. Alors c'est de façon très stéréotypée, mais il y a une chanson du chanteur Orelsan qui revient un petit peu là-dessus. Bon, elle est très caricaturale, mais on est sur des éléments culturels ici. Donc, l'explication, je l'ai dit, elle est plus sociologique que démographique. Les spermatozoïdes en Asie, ils se comportent pareil que les spermatozoïdes en Europe ou en Afrique. Il n'y a pas de différence. Alors, le défi de ce déséquilibre des sexes, c'est comment assurer la pérennité de la population. Et aussi faire diminuer la pression sociale sur les femmes. Si on prend le cas de l'Inde, par exemple, la pression sociale qui s'exerce sur les femmes, par certains aspects, elle est un peu flippante. Prendre le bus toute seule quand vous êtes une femme en Inde, c'est un vrai problème. Au point où maintenant, il y a des trains spéciaux pour les femmes aux heures de pointe en Inde. C'est-à-dire qu'il y a des trains qui sont réservés que aux femmes. C'est un des moyens de diminuer cette pression sociale qui existe sur les femmes. Alors le problème, il se pose encore
avec une plus grande ampleur encore quand il n'y a pas de stratégie et de planification de la part de l'État. Si on prend le cas du Pakistan, c'est encore plus compliqué. Bon voilà, ça c'était pour les défis du nom. Quand on s'intéresse aux relations complexes entre population et croissance économique, intéressons-nous maintenant, et c'est notre deuxième point, à l'hétérogénéité et au mal développement. Alors mal développement, c'est un mot un peu nouveau peut-être à vos oreilles, qui sous-entendrait que finalement il y aurait un bon développement et un mal développement. Alors, vous savez combien j'ai du mal avec cette expression de développement. En fait, mal développement, c'est le mal développement économique. Et il n'est pas à entendre autrement. C'est-à-dire qu'il y a des États qui se développent, qui ont une économie qui gagne de plus en plus d'argent, et d'autres qui ne connaissent pas tout ça. Alors, passons par le document 2 de la page 325 pour illustrer tout ça. Le document 2 de la page 325, il développe ses idées d'hétérogénéité et de développement. Alors, on note quoi? On note que le facteur de développement, la croissance, elle a aussi creusé les inégalités entre les États. On a un écart de 1 à 69. 1 à 69 entre le PIB de Singapour et celui du Népal, par exemple, pour vous parler une idée de l'hétérogénéité. C'est aussi le cas, si on change d'échelle, entre les régions. La mégalopole nippone de Tokyo, elle pèse pour 75% du PIB de la zone de l'Asie du Sud et de l'Est. Et puis on retrouve cette inégalité dans les quartiers aussi. Les inégalités sociales, elles s'aggravent. C'est le cas par exemple en Indonésie. La classe moyenne, elle devient de plus en plus conséquente, 74 millions de personnes à peu près, mais 43% des habitants vivent avec moins de 2 $ par jour. Donc la pauvreté, elle subsiste. Et elle subsiste même dans les pays qui ont des taux de croissance élevés. En 20 ans en Asie du Sud, le taux d'extrême pauvreté, lui, il a chuté de 55%. Mais l'Asie du Sud et de l'Est compte quand même le plus grand nombre de pauvres au monde. On a 2,2 milliards de pauvres. Une pauvreté qui touche principalement et d'abord les régions rurales, comme les bidonvilles, à l'intérieur des villes, les slums, ce qui favorise les tensions sociales, et puis aussi l'économie du crime. L'opium du triangle d'or, par exemple, la piraterie, qui sont toujours d'actualité. Alors, dernier point, finissons-en. On va parler maintenant de la question de la durabilité. Question de la durabilité. Bon, des documents peuvent nous aider à aller plus loin. Les documents 7 à 10 de la page 328-329, par exemple, nous permettent de nous plonger là-dedans. En fait, quand on parle du développement durable, ici, c'est la prise en compte à la fois de l'environnement, de l'économie et de la société. Donc l'enjeu, il est d'abord environnemental. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une région du monde dans laquelle la dégradation environnementale, elle est conséquente. Elle est liée à une rapide industrialisation, à une rapide urbanisation. Elle est liée aussi à la motorisation de ces nombreux habitants, à la démographie. Mais elle est valable aussi pour les espaces ruraux. Pourquoi ? Parce qu'on développe des cultures commerciales. Par exemple, en Indonésie, le développement de la plantation de palmiers à huile. On déforeste aussi pour fabriquer du papier. Et donc ça a des impacts sur ruraux. En Chine, on a aussi des problèmes pour accéder à l'eau à cause de développement de l'agriculture. S'ajoute la question de la pollution atmosphérique. L'environnement est saturé en gaz liés à la combustion des voitures, notamment le méthane, notamment le dioxyde de soufre. Et puis cette pollution atmosphérique qui n'est pas liée qu'aux voitures, qui est liée aussi aux usines, il ne faut pas l'oublier, elle va déclanger localement des pluies acides, qui sont parfois très fortes dans les grandes villes chinoises et indiennes. Et puis ces pluies acides, elles peuvent aussi contaminer les rivières. Donc on a aussi une pollution hydrologique des fleuves, qui s'ajoute à la pollution que rejettent les entreprises à l'intérieur des fleuves.
Bon, en termes de pollution, en Asie, on a aussi un champion. Le champion, c'est la Chine. La Chine, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, 25% du CO2 mondial qui est rejeté dans l'atmosphère, il est rejeté à partir de la Chine. Et si on prend toute l'Asie, on est à 40% de cette émission de gaz à effet de serre. S'ajoutent des risques naturels aussi. Quand on parle de l'environnement, on a un risque de séisme, de tsunami, on a du volcanisme, on a des inondations fréquentes. Tous les ans, même en Inde avec la mousson, on a des typhons, on a aussi des sécheresses. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses qui pèsent sur les économies et les sociétés. Mais, la Chine, malgré tout, ça reste le premier investisseur mondial dans les green technologies, les technologies vertes. 24% de ses investissements du secteur en 2012, par exemple. L'air de rien. Donc on est sur un pays qui cherche ici à se procurer les brevets verts des futures technologies. Et puis il y a des réflexions sur les modèles de la ville durable. Alors, l'un des grands modèles de la ville durable en Chine, c'était Wuhan, que vous n'êtes pas malheureusement sans connaître maintenant. W-U-H-A-N. Bon, pour beaucoup de gens, Wuhan, en tant que ville durable, c'était de la poudre aux yeux, c'était de la vitrine, mais il y avait quand même cette démarche d'essayer de faire quelque chose ou de montrer qu'on essaye de faire quelque chose, et c'est déjà un premier signe. On complète avec le document 2 de la page 325 pour aborder l'enjeu cette fois économique. En fait, enjeu économique. L'Asie demeure le continent qui compte le plus de pauvres. 2,2 milliards de personnes, on l'a déjà dit. Et cette pauvreté, il faut la doubler de profondes inégalités à toutes les échelles. À l'échelle des États, entre eux, si on compare la Mongolie et le Japon, par exemple, et puis à l'intérieur des États. Bon, on va pas développer là, on a déjà développé suffisamment d'exemples au travers de l'année qui peuvent l'illustrer. Je vous rappelle que ce qu'on a vu dans certains cours peuvent servir dans d'autres, et c'est le cas ici. Alors, finissons avec les documents 3 et 4 de la page 326-329. Le dernier enjeu qu'on va aborder ici, c'est l'enjeu sociologique. En fait, à l'échelle nationale, les inégalités sociales, elles peuvent provoquer des tensions. C'est le cas par exemple à Bangkok, il y a 4 ans de cela, où on a eu des affrontements entre les chemises jaunes, les classes aisées pour aller vite, et les chemises rouges, qui étaient constituées plutôt de populations rurales, plus pauvres, moins instruites. Les tensions, elles peuvent aussi être liées à des justifications religieuses, elles peuvent être interethniques, si on pense à la question du Tibet, ou du Xinjiang en Chine. Alors Xinjiang, c'est X-I-A-N-J-I-A-N-G. Alors au sud de la Thaïlande aussi, on a des tensions de cet ordre-là. On a un cas de séparatisme au Sri Lanka. On a régulièrement des massacres de musulmans en Inde, qui sont organisés par les hindous, avec un H. Il faut distinguer les Indiens des hindous. N'oublions pas qu'on a en Inde le plus grand nombre de musulmans au monde. Et puis en Birmanie aussi, par les bouddhistes, cette fois. Donc les Rohingyas, les massacres des Rohingyas. R-O-Y-I-N-G-A-S. Enfin, on a aussi des tensions internationales qui sont nombreuses. Par exemple, la Chine avec ses voisins pour les zones économiques exclusives, entre l'Inde et le Pakistan, autour de la question du Cachemire. Et puis, quand on parle d'enjeux sociologiques, on peut prendre l'exemple du Japon ou de la Corée du Sud, où on a aussi une pression sur les salariés qui est très forte et qui s'accompagne de nombreux suicides. Bon, alors concluons. Ce cours très vaste, qui embrasse beaucoup de choses. On a une forte population, on a un poids, mais aussi des facteurs de développement et des perspectives, et une croissance économique qui est motrice, mais se pose le défi de sa pérennité, de sa durabilité dans le temps. Voilà, il nous restera 2 cours à faire sur l'Asie. D'abord, on fera le couple Chine-Japon au travers de 2 problématiques. Donc une analyse un petit peu comparative d'une certaine façon. Alors, vous avez écouté l'actualité comme moi, donc en théorie on ne se revoit pas avant début juin. Voilà, donc d'ici là nous aurons fini le programme. Comment s'organisera la rentrée après?
Bah je sais toujours pas, parce qu'en théorie on doit ouvrir. Dans la pratique, comment on doit se réunir en réalité virtuelle pour mettre tout ça au point. Et le président de la région, qui est le responsable des bâtiments du lycée, M. Morin, a dit qu'on n'ouvrirait pas les lycées pour l'instant. Bon, donc, on n'y voit pas très clair. En tous les cas, je continuerai à finir le programme avec vous jusqu'au bout de l'année. Et puis, vous pouvez me contacter pour me poser vos questions. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.